Il y a des gens qui ont des raisons de perdre l'espoir. Mais moi, au contraire, Il y a des mots qui tombent dans le bruit du monde. Et puis il y a ceux qui, en une seconde, ouvrent une blessure que personne n'osait encore regarder en face. Quelques semaines à peine après la mort de Johnny Hallyday, alors que la France entière se noyait encore dans l'émotion, dans les hommages, dans les larmes, et dans cette étrange impression qu'un monument venait de s'effondrer, une phrase a surgi. Brève, froide, presque brutale. Une phrase lancée par Gérard Depardieu, sans détour, sans prudence, sans la moindre volonté d'adoucir ce qui était déjà en train de se préparer. Ouais, elle va en chier, Laetitia. À cet instant précis, quelque chose bascule. Parce que cette phrase n'est pas celle d'un chroniqueur en mal de provocation. Ce n'est pas la sortie d'un inconnu cherchant à exister dans un tumulte médiatique. Non, elle vient d'un homme qui a connu Johnny pendant 40 ans. Un homme qui a partagé avec lui bien plus que des dîners mondains, bien plus que des sourires de façade et des photographies volées à la sortie des soirées parisiennes. Gérard Depardieu, c'est l'ami des excès, l'ami des nuits interminables, l'ami des années où l'on vivait trop vite, trop fort, comme si demain n'existait pas. Alors quand un homme comme lui parle, on n'écoute pas seulement une opinion, on écoute peut-être un avertissement. Et c'est bien cela qui a bouleversé la France. Car au moment où tout le pays croyait assister au dernier acte du deuil national, une autre histoire commençait déjà à se dessiner dans l'ombre. Une histoire moins noble, plus trouble, plus douloureuse. Une histoire de testament, d'héritage, de silence, de ressentiment, de famille fracturée. Comme si, derrière les fleurs, les chants, les visages graves et les grands discours, une tempête attendait simplement que les caméras se détournent pour éclater. Ce que Depardieu semblait dire, en réalité, allait bien au-delà d'une simple pique contre Laetitia Hallyday. Il suggérait autre chose, quelque chose de plus grave, de plus profond, comme s'il savait déjà que la veuve de Johnny allait devenir le centre d'un orage judiciaire, médiatique et moral d'une violence inouïe, comme s'il avait compris, avant beaucoup d'autres, que la disparition de Johnny n'allait pas seulement laisser un vide immense dans le cœur des Français, mais aussi ouvrir une guerre que personne n'était prêt à voir. Et c'est là que cette affaire devient fascinante, parce qu'au fond, une question dérangeante surgit presque immédiatement. Pourquoi Gérard Depardieu a-t-il parlé ainsi ? Pourquoi aussi vite ? Pourquoi avec une telle certitude ? Était-ce l'intuition d'un vieil ami, la colère d'un homme fidèle, ou la réaction de quelqu'un qui savait déjà que ce qui se jouait derrière les portes closes n'avait plus rien à voir avec l'image officielle du chagrin ? À partir de ce moment, le récit change de nature. Nous ne sommes plus seulement face au décès d'une légende. Nous entrons dans un territoire bien plus dangereux, bien plus humain aussi, celui où la mémoire d'un homme devient un champ de bataille. D'un côté, une épouse qui affirme défendre les dernières volontés de son mari, de l'autre des enfants qui refusent d'être effacés de l'histoire de leur propre père. Et autour d'eux, des proches, des amis, des témoins d'une vie entière, qui commencent à choisir leur camp. Le plus troublant peut-être, c'est que Johnny Hallyday, de son vivant, incarnait tout l'inverse de cette froideur. Il était le feu, le mouvement, l'élan, l'instinct. Un homme plus grand que nature, capable de remplir des stades, de survivre à ses propres excès, d'aimer avec violence, de décevoir parfois, de revenir toujours. En apparence, rien chez lui ne semblait devoir finir dans une querelle de succession devenue affaire d'État. Et pourtant, c'est exactement ce qui allait arriver. Alors ce soir, il faut revenir au commencement, à cette phrase, à ce regard, à ce moment presque suspendu où Gérard Depardieu, face caméra, semble ne plus vouloir protéger personne. Car parfois, dans les grandes tragédies françaises, tout commence par quelques mots. Et cela n'annonçait pas seulement un scandale, ils annonçaient une guerre. Pour comprendre la violence de cette phrase, il faut oublier un instant les plateaux de télévision, les gros titres, les querelles d'héritage et revenir bien en arrière à une époque où tout semblait possible, où la France artistique vibrait comme un moteur lancé à pleine vitesse, où les nuits commençaient tard et ne promettaient jamais de finir calmement. C'est dans cette France-là que Johnny Hallyday et Gérard Depardieu se croisent vraiment. Deux hommes que tout semble rapprocher sans qu'ils aient besoin de se l'avouer. D'un côté, Johnny, idole immense, bête de scène, visage brûlant d'une France populaire, passionnée, excessive. De l'autre, Gérard, force brute du cinéma,
présence animale, acteur déjà habité par quelque chose de plus grand que le rôle lui-même. Ils n'étaient pas simplement célèbres, ils étaient de cette race d'hommes qui entrent dans une pièce et déplacent l'air. Entre eux, il ne s'est jamais agi d'une amitié polie. Pas de relation soigneusement entretenue pour les photographes. Pas de complicité fabriquée pour les cérémonies ou les dîners où chacun joue son personnage. Non, ce qui les liait relevait presque de l'instinct. Ils se reconnaissaient, comme si chacun voyait dans l'autre une manière de vivre que le reste du monde admire de loin, mais ne comprend pas vraiment. Chez Johnny, comme chez Gérard, il y avait cette même fin de vie, cette même démesure, cette même façon de brûler la nuit, comme si le matin n'avait aucune importance. Ils partageaient les excès, bien sûr, les longues soirées, les discussions sans fin, les éclats de rire, les débordements, cette manière de vivre vite, trop vite parfois. Mais réduire leur lien à une succession de nuits folles serait une erreur. Ce qui les rapprochait plus profondément encore, c'était une forme de vérité brute. Ils appartenaient à un monde où l'on pouvait tout perdre en un instant. Sa réputation, sa santé, son équilibre, et où, pour continuer d'avancer, il fallait reconnaître autour de soi ceux qui n'étaient pas là par intérêt mais par fidélité. Et Gérard faisait partie de ceux-là. Il existe dans les vies très exposées, très commentées, un cercle invisible que le public ne voit jamais complètement. Un cercle composé non pas d'admirateurs, mais de survivants. Des hommes et des femmes qui étaient là avant certains succès, avant certains mariages, avant certaines ruptures. Des témoins de ce que la légende ne montre pas. Gérard appartenait à ce cercle ancien. Il connaissait Johnny non seulement comme star, mais comme homme. Il connaissait ses emballements, ses fragilités, ses colères, son besoin d'amour, son refus d'être enfermé dans ce qu'on attendait de lui. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle après la mort de Johnny, ces mots ne sonnent pas comme un commentaire extérieur. Ils ressemblent à la réaction d'un homme qui voit qu'on est en train de trahir quelque chose d'essentiel. Pas seulement un testament, pas seulement un équilibre familial, quelque chose de plus difficile à nommer, l'esprit d'un ami disparu. Il faut imaginer ce que représente une amitié de 40 ans dans des existences pareilles. 40 ans à traverser les modes, les triomphes, les scandales, les renaissances, les chutes et les retours. 40 ans à voir un homme changer, aimer, se tromper, recommencer, souffrir, se relever. Ce n'est pas simplement connaître quelqu'un. C'est avoir accumulé assez de souvenirs pour sentir, presque physiquement, quand quelque chose ne lui ressemble plus. Et c'est précisément ce qui donne à cette affaire une profondeur troublante. Car si Gérard réagit avec une telle brutalité, ce n'est peut-être pas parce qu'il veut faire du bruit. C'est peut-être parce qu'à ses yeux, le bruit a déjà commencé ailleurs. Dans les murmures, dans les décisions prises, loin des caméras. Dans les versions contradictoires qui commencent à se répondre. Peut-être sent-il que derrière le deuil public se prépare une bataille qui n'aura rien d'un simple désaccord familial. Peut-être comprend-il déjà que l'on ne va pas seulement se disputer des biens, mais l'interprétation même de ce qu'était Johnny Hallyday. Et quand un mort devient un territoire à revendiquer, ceux qui l'ont aimé de longue date ne restent jamais neutres très longtemps. Mais si l'amitié de Gérard avec Johnny donne à sa parole un tel poids, c'est surtout parce que derrière le chagrin national, une guerre bien réelle était déjà en train de commencer. Au début, la France ne voulait voir qu'une seule chose, le chagrin. Un immense chagrin, celui d'un pays qui venait de perdre une voix, une silhouette, une part de sa propre mémoire. Johnny Hallyday n'était pas seulement un chanteur. Il était une habitude nationale, un battement familier dans la vie de plusieurs générations. Alors, dans les premiers jours, tout semblait encore protégé par le silence du deuil. Les hommages occupèrent l'espace. Les visages étaient graves. Les mots restaient mesurés, comme si la douleur imposait à chacun une forme de retenue. Mais ce calme n'allait pas durer. Car derrière les fleurs, derrière les chants, derrière la solennité des cérémonies, quelque chose se fissurait déjà, d'abord presque imperceptiblement, puis de manière de plus en plus nette. Très vite, le nom de Laura Smet apparaît, puis celui de David Hallyday, et avec eux une question qui va empoisonner toute l'affaire. Comment les deux aînés de Johnny peuvent-ils se retrouver à contester les dernières volontés de leur propre père ? Que s'est-il passé pour qu'une famille déjà éprouvée par la disparition bascule, presque aussitôt, dans une confrontation aussi brutale ? À partir de là, le récit change de ton.
On ne parle plus seulement d'un artiste disparu. On entre dans une guerre de succession. Et dans ce genre de guerre, il n'y a jamais de place pour l'innocence. Chacun avance sa vérité. Chacun protège sa mémoire. Chacun prétend savoir ce que le défunt voulait vraiment. D'un côté, Laetitia Hallyday, veuve de Johnny, affirmant défendre les choix de l'homme avec qui elle a partagé les dernières années de sa vie. De l'autre, Laura et David, les enfants aînés, refusant d'accepter qu'un père aussi immense ait pu les laisser à l'écart d'une manière aussi radicale. Très vite, l'affaire dépasse le cercle familial. Elle devient nationale, presque passionnelle. Parce qu'en France, Johnny n'appartenait pas seulement à sa famille, il appartenait aussi, d'une certaine manière, au public. Et le public, justement, se divise. Il y a ceux qui défendent la veuve, rappelant qu'elle a accompagné Johnny dans ses dernières épreuves, dans ses années les plus fragiles, et qu'elle seule connaît peut-être l'intimité de ses derniers choix. Et puis il y a ceux qui se rangent du côté de David et Laura, au nom d'un principe qui dépasse même l'argent, celui du sang, de la filiation, de la place que rien ni personne ne devrait pouvoir effacer. C'est là que le drame prend une dimension presque tragique. Car plus les jours passent, plus une impression s'installe. Cette affaire ne concerne pas seulement un héritage matériel. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus sensible. À la reconnaissance, à la légitimité, à l'amour. Être écarté d'une succession, dans un dossier comme celui-ci, ce n'est pas seulement perdre une part d'argent, c'est risquer d'être symboliquement relégué hors de l'histoire. Comme si l'on vous disait, au moment même où vous perdez votre père, que votre place dans son dernier récit n'était plus tout à fait assurée. Et c'est précisément cette dimension-là qui va rendre le conflit explosif. Parce qu'au fond, personne ne regarde cette bataille comme un simple litige notarial. Tout le monde y projette autre chose, ses blessures, ses convictions, sa vision de la famille, sa propre idée de la justice. La presse s'en empare, les émissions en débattent, les conversations s'enflamment. Et dans ce tumulte, une silhouette se retrouve au centre de toutes les suspicions. Laetitia. Peu à peu, elle cesse d'apparaître seulement comme la veuve de Johnny. Elle devient, pour une partie de l'opinion, celle par qui le scandale est arrivé. C'est dans ce climat brûlant que la phrase de Gérard Depardieu prend toute sa puissance, car elle n'intervient pas au hasard. Elle tombe au moment exact où le deuil se transforme en affrontement, où les regards cessent d'être compatissants pour devenir accusateurs, où le souvenir de Johnny commence déjà à les disputer comme un territoire, et plus l'affaire avance, plus une question empoisonne tout le monde. S'agit-il vraiment des dernières volontés de Johnny, ou du début d'une vérité beaucoup plus dérangeante ? C'est ici que l'affaire devient presque vertigineuse, car une fois les cris, les accusations, les avocats et les unes de magazines mis de côté, il reste une question infiniment plus troublante que toutes les autres. Qui peut vraiment parler au nom d'un mort ? Un testament existe, bien sûr, un document, des signatures, des formulations juridiques. Sur le papier, tout semble clair. Et pourtant, dès que ce papier entre en collision avec la mémoire vivante de ceux qui ont connu Johnny, plus rien n'est simple. Car dans ce dossier, il n'y a pas seulement une bataille entre des héritiers. Il y a une lutte entre deux vérités. D'un côté, la vérité légale. De l'autre, la vérité intime. Et ces deux vérités, parfois, se regardent sans jamais se rejoindre. Laetitia, elle, incarne naturellement la première ligne de défense du document. Elle est celle qui a partagé les dernières années, les derniers combats, les dernières fragilités. Aux yeux de beaucoup, cela lui donne une légitimité immense. Elle a vu Johnny au plus près dans un âge où l'homme n'était plus tout à fait celui des années de feu, un homme fatigué parfois, vulnérable peut-être, attaché à son foyer, soucieux de protéger un équilibre construit tardivement. Si l'on se place de ce point de vue, alors défendre ses dernières de volonté n'a rien d'un calcul. Cela devient même un devoir. Mais en face, il y a une autre logique, celle de ceux qui disent « Non, ce Johnny-là ne peut pas effacer ce qu'il a été toute sa vie. On ne peut pas réduire un homme comme lui à ses derniers mois, à ses dernières faiblesses, à ses dernières signatures. Johnny, pour ses proches de longue date, c'est un père, un ami, un homme d'élan, de contradiction, de passion, un homme capable de se perdre, oui, mais aussi de revenir vers ceux qu'il aimait. Et c'est là que le doute s'installe. Non pas un petit doute juridique, froid, technique, un doute moral immense, presque douloureux. Gérard Depardieu, justement, semble parler depuis cet endroit-là. Lorsqu'il s'exprime,
Il ne récite pas une analyse de notaire. Il réagit comme un homme qui pense reconnaître une dissonance. Comme si le résultat final de cette succession ne ressemblait pas à Johnny. Comme si quelque chose dans cette histoire heurtait trop violemment l'image qu'il gardait de son ami pour qu'il puisse rester silencieux. Et il n'est pas le seul à nourrir ce malaise. D'autres, dans l'entourage ancien de Johnny, laissent entendre qu'au-delà des textes, une autre vérité existe. Celle d'un homme qui n'aurait jamais voulu voir ses enfants ainsi rejetés dans l'ombre. Mais c'est précisément cela qui rend cette affaire si tragique. Parce que personne ne peut plus demander à Johnny ce qu'il voulait vraiment. Tout le monde parle en son nom, tout le monde invoque sa mémoire, tout le monde prétend protéger sa volonté. Et plus chacun se dit fidèle à Johnny, plus le visage de Johnny semble se dérober. Alors une autre question surgit, plus cruelle encore. À partir de quel moment l'amour devient-il interprétation ? À partir de quel moment la fidélité devient-elle appropriation ? Une épouse peut dire « je connais ses dernières décisions », un ami peut répondre « je connais son âme », un enfant peut murmurer « je connais le père qu'il a été », mais entre ces trois formes de vérité, laquelle pèse le plus lourd ? Et c'est peut-être là, au fond, que se trouve le cœur secret de toute cette affaire. Pas seulement dans l'argent, pas seulement dans les biens, mais dans cette bataille terrible pour définir, après sa mort, qui était vraiment Johnny Hallyday. Et dans cette bataille, il y en a une qui va cristalliser tous les soupçons, toutes les colères et toutes les haines. Laetitia. Dans ce genre d'histoire, il faut presque toujours un visage sur lequel la colère collective peut se fixer. Un nom que l'on répète plus que les autres, une silhouette que l'on observe, que l'on juge, que l'on accuse parfois avant même d'avoir tout compris. Et dans l'affaire Hallyday, ce visage-là, ce fut très vite celui de Laetitia. Au lendemain de la mort de Johnny, elle apparaît d'abord comme la veuve. Celle qui accompagne le deuil, celle qui protège la mémoire du défunt, celle qui avance dans la lumière avec cette dignité tendue que les grandes tragédies imposent. Mais très vite, cette image se fissure. À mesure que la bataille autour du testament éclate, Laetitia cesse d'être seulement l'épouse éplorée. Elle devient, pour une partie du public, pour une partie de la presse, et surtout pour une partie des proches historiques de Johnny, la femme autour de laquelle tout le soupçon se concentre. C'est là que la phrase de Gérard Depardieu agit comme un accélérateur brutal. En quelques mots, il ne se contente pas d'annoncer une épreuve. Il désigne presque un centre de gravité. Comme si, dans l'esprit de beaucoup, le conflit devait forcément passer par elle. Comme si elle était à la fois la gardienne du dernier Johnny et la principale accusée dans le procès moral qui s'ouvrait devant l'opinion. Pourquoi elle ? Parce qu'elle était la dernière épouse, parce qu'elle était là dans les dernières années, parce qu'elle se trouvait au point exact où se croisent l'intime, le pouvoir, l'héritage et la mémoire. Et dans une affaire aussi passionnelle, cette position devient presque impossible à tenir. Quoi qu'elle dise, elle semble suspecte. Quoi qu'elle fasse, on y lit une stratégie. Si elle se tait, on l'accuse d'opacité. Si elle parle, on l'accuse de se justifier. Si elle défend le testament, on l'accuse de défendre un intérêt. Si elle pleure, certains doutent même de la sincérité de ses larmes. C'est cela, au fond, qui fait de Laetitia la cible parfaite d'un drame national. Elle se trouve à l'endroit exact où les Français projettent leur propre peur. La peur qu'un homme affaibli ait été influencé. La peur qu'une famille ait été fracturée de l'intérieur. La peur aussi que l'amour, à la fin, se soit confondu avec le contrôle. Mais toute tragédie a son piège. Car en transformant Laetitia en figure centrale du soupçon, on simplifie aussi une réalité infiniment plus complexe. Peut-être était-elle sincèrement convaincue de défendre les volontés de Johnny. Peut-être vivait-elle elle-même un deuil que personne ne voulait plus voir. Peut-être était-elle à la fois actrice du conflit et prisonnière de son rôle. Et c'est ce qui rend cette histoire si troublante. Plus Laetitia est accusée, plus elle devient insaisissable, manipulatrice pour les uns, bouc émissaire pour les autres, veuve légitime ou femme trop puissante, amoureuse, fidèle ou gardienne d'un héritage devenu explosif. Mais une fois la tempête médiatique passée, une question demeure. Qu'est-ce qu'il reste, au fond, quand tout le monde a parlé au nom de Johnny ? À la fin, quand les avocates se taisent, quand les plateaux de télévision passent à un autre scandale, quand les unes se fanent comme des fleurs oubliées sur une tombe,
il reste autre chose, quelque chose de plus silencieux, de plus cruel aussi. Il reste ce que les batailles laissent derrière elles, des liens abîmés, des regards qui ne se cherchent plus, des mots qu'on n'effacera jamais. Oui, il y a eu des accords. Oui, il y a eu des compromis. Oui, avec les années, la violence visible du conflit a fini par se calmer. Mais il ne faut jamais se laisser tromper par l'apparence de l'apaisement. Dans certaines familles, la guerre ne s'achève pas vraiment. Elle change seulement de forme. Elle devient distance. Elle devient politesse glacée. Elle devient absence. Et c'est peut-être cela, le plus grand drame de toute cette histoire. Après tant de bruit, après tant de douleur, personne n'est réellement sorti vainqueur. Car au fond, que reste-t-il quand l'héritage a été discuté, partagé, contesté, commenté par toute une nation ? Il reste une question sans réponse certaine. Johnny Hallyday voulait-il vraiment cela ? Voulait-il que son nom, son souvenir, ses dernières années, ses enfants, sa femme, ses amis se retrouvent enfermés dans une guerre où chacun prétendait défendre sa vérité ? Ou aurait-il été bouleversé de voir que, derrière les millions, ce sont surtout les blessures affectives qui ont tout emporté ? C'est peut-être pour cela que les mots de Gérard Depardieu ont continué de résonner bien au-delà du scandale. Pas seulement parce qu'ils étaient mains brutaux, pas seulement parce qu'ils étaient spectaculaires, mais parce qu'ils contenaient déjà toute la suite, toute la longueur de l'épreuve, toute la violence de ce qui allait s'abattre. En une phrase, il avait résumé non pas un simple affrontement juridique, mais une descente dans une douleur plus intime, celle d'une mémoire devenue un champ de bataille. Et c'est là que cette affaire dépasse Johnny, dépasse Laetitia, dépasse même David et Laura. Elle nous renvoie à quelque chose de profondément humain. Quand quelqu'un disparaît, qui hérite vraiment ? Ceux qui reçoivent nos des biens, ceux qui possèdent des papiers, ceux qui gardent les souvenirs, ou ceux qui continuent, malgré les fractures, à porter la part la plus vivante de l'être perdu. Peut-être que la véritable succession n'est pas celle que l'on signe chez un notaire. Peut-être qu'elle se joue ailleurs, dans la fidélité, dans les blessures, dans la façon dont on parle d'un absent, dans ce que l'on ose défendre quand il n'est plus là pour répondre lui-même. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, dans une histoire comme celle-ci, qui détient la vraie légitimité ? La loi, la famille ou les proches qui ont connu l'âme d'un homme ? Et surtout, pensez-vous que Johnny aurait supporté de voir ceux qu'il aimait se déchirer ainsi après son départ ? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a connu l'époque Johnny et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits. Parce qu'ici, on ne raconte pas seulement la vie des célébrités, on essaie de comprendre ce qu'elles laissent derrière elles.